Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'appuie sur record, on n'est pas en direct mais on est en ligne. Super. Ouais. Bon, salut Léo, je suis méga content d'être là. Comment ça va ? Moi aussi, je suis content, on est bien là, je suis posé sur le canapé, c'est nickel. on est contexte un peu particulier, on se retrouve dans du on est bien, franchement on est chill ici hein. Non, franchement, c'est ok. ok. Pas de bruit. Ah ouais. Non, franchement, c'est top. Le son va être bon. Ouais, grave. Là pour le coup, c'est un peu le bonheur du podcasteur, tu vois. C'est un peu comme quand toi t'es dans une forêt que tu kiffes grave ou sur une montagne ou sur une tour, tu vois. Là, je me dis les conditions sont réunies pour passer un bon moment, donc je suis très content. C'est pas faux. Mais je suis un peu stressé parce que Ah bon ? ouais, j'étais un peu stressé ce matin parce qu'en fait, j'ai eu ton contact il y a une semaine, peut-être 10 jours. Ok. On a calé l'interview, on a calé la date, je crois, genre lundi ou mardi. J'ai eu masse de taf, masse de boulot et t'avais tellement de vidéos, je suis tellement rentré dans ton univers. Ah d'accord, ok. J'avais envie de le creuser plus et ce matin j'étais pas stressé mais j'étais frustré de pas avoir maté un peu plus de contenu, de pouvoir un peu diguer un peu, enfin creuser un peu plus les questions mais ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Comme je te disais, t'as peut-être un parcours un peu différent des invités que j'ai d'habitude. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs d'Extraterrien ? Bah écoute, je m'appelle Léo Urban, j'ai 28 ans et ça fait à peu près 17 ans que je fais du parcours. Le parcours, pour ceux qui connaissent pas, c'est cet art de franchir les obstacles. Alors on connaît surtout dans l'environnement urbain et moi je l'ai développé essentiellement dans la nature, dans les forêts, dans les montagnes. Et aujourd'hui on me connaît entre autres parce que j'ai grimpé la tour Montparnasse, la tour Eiffel, que je m'attaque à des buildings, mais aussi pour ce côté un petit peu de Tarzan moderne, quoi. Donc voilà, si je pouvais me qualifier, me décrire un petit peu en 2-3 mots, ce serait comme ça. Ok, d'accord. Et tu parles pas du tout de la partie médias, contenu, YouTube, c'est pas Non, c'est un annexe pour toi ? Pour moi en fait, c'est la possibilité de pouvoir me faire voir, connaître, montrer ce que je peux faire, mais c'est pas forcément moi, parce que quand t'es sur YouTube, tu joues forcément la carte d'un personnage exagéré qui n'est pas toi. Et voilà, moi c'était un petit peu le compromis pour montrer ce que j'étais capable de faire dans la nature, mes performances, etc. Et YouTube, voilà, j'aime bien ce que je fais sur YouTube, mais c'est pas ce qui me qualifie en tant que personnage. Ok, d'accord. C'est intéressant que tu aies cette réflexion-là, tu vois, de dire je suis moi-même sur YouTube, mais c'est quand même pas nécessairement ce qui me... C'est pas forcément ça, ce qui t'identifie, quoi. Donc c'est intéressant que tu aies cette réflexion-là. Ouais. Et avec le recul, ouais, tu joues beaucoup, toi, dans tes vidéos ou Non, je joue pas beaucoup parce que je m'amuse en fait.
Ouais. Et quand on joue un rôle, on s'amuse. Après, c'est quelque chose, c'est un rôle quand même qui me correspond plutôt pas mal. Je suis pas en train de jouer quelque chose qui n'est pas moi du tout. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas Léo de tous les jours. Non, c'est juste une petite facette que j'ai envie de montrer, qui me préserve aussi dans ma pudeur. Et c'est ce que j'ai envie de montrer aussi aux autres. Ce côté un petit peu bestial, primal, c'est ça qui me plaît. Et c'est ça qui me caractérise aussi dans mon entraînement. Mais là, on va avoir l'occasion de pouvoir en discuter, de parler. Et je suis pas primal tous les jours. Je suis pas primal tout le temps. J'ai mes moments comme tout le monde, absolument normaux. Et puis non, YouTube, c'est vraiment une facette, quoi. Ok, d'accord, ok, cool. Comme je te disais là en préparation, la question que j'aime bien poser aux invités, la toute première question un peu pour lancer, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, c'est pas forcément ton vrai premier souvenir, tu vois. Je dis normalement, ça peut être un souvenir que tu racontes à tout le monde parce que tu le trouves un peu marrant, ou un souvenir que ta mère elle te répète tout le temps et que au bout d'un moment il te saoule. Mais c'est quoi du coup le souvenir qui te vient en tête de ta découverte du sport et de l'aventure? Je qualifierais plutôt dans le domaine de l'aventure que du sport, parce que j'ai jamais aimé le sport. J'étais pas sportif et j'étais entre guillemets un cancre à l'école. J'avais pas de bonnes notes en sport, j'étais pas bon. Mais s'il y a un souvenir profond et lointain dans mon enfance, c'est vraiment le fait de courir à quatre pattes et de grimper aux arbres. Okay. Aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours fourré dans la nature, en train de grimper, en train de courir, d'être à quatre pattes et pieds nus, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc. Les 3-4 ans, je me souviens de ça. Okay. Et ma grand-mère me disait, moi je comprenais pas et je m'en souviens pas, mais disait à ma mère, ce gamin, il est bionique. Ce gamin, il est pas normal. Ok. Et voilà, ça c'est vraiment aussi loin que je me souvienne, c'est vraiment les plus vieux souvenirs. J'étais à quatre pattes et fourré dans les arbres, quoi. Tu sais pourquoi? C'est peut-être, je sais pas, tes parents que t'as vu grimper dans les arbres, ou des gens que t'as vu grimper dans les arbres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de grimper? Je suis hyper curieux parce que je vais te dire pourquoi. Moi, j'ai un fils d'un an et demi là, et je le vois, il adore grimper. Tu vois, c'est genre dès il marchait même pas, il voulait grimper sur le canapé, il voulait apprendre à descendre, grimper sur les chaises, les tables. Là, il a 1 an et demi, il marche, ça devient une tornade. Il grimpe partout. Et moi, je fais un peu d'escalade, tu vois, mais je l'ai jamais emmené dans une salle de bloc. Je fais du sport devant lui, tu vois, je fais une petite séance de crossfit, de muscu et tout. Mais j'ai jamais rien fait, tu vois, pour le pousser à grimper. Donc moi, je suis curieux de savoir si toi, tu te souviens de ça, ou si tes parents t'ont déjà dit, ou ton entourage de l'époque t'a dit un peu pourquoi tu grimpais autant, quoi. Moi, je pense qu'il y a une question d'éducation, ça c'est sûr. Il y a des parents qui vont tout de suite mettre un frein à cette énergie que tous les enfants ont de vouloir s'émanciper, découvrir, bouger avec leur corps. Moi, ils m'ont pas trop mis de barrière. Et en plus de ça, je pense que j'avais une prédisposition un petit peu à vouloir grimper partout. Voilà, moi je pense que ça passe vraiment par l'éducation. Et dans mon cas, ça n'a pas été bridé une seule seconde, quoi. Ouais, mais t'as vachement raison. C'est vrai que les parents peuvent vite flipper, tu vois. C'est ça. Tiens, t'as un gamin d'1 an qui est sur un canapé, il peut tomber, tu vois. C'est compréhensible aussi, hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, dans mon cas, il y avait pas de barrière. En tout cas, je me souviens pas d'avoir eu des barrières. Ouais. Et voilà, bon, moi j'en suis très content. Du coup, t'avais peut-être des parents qui étaient plus du genre à te balancer dans la piscine pour que t'apprennes à nager, ou complètement. Et j'avais pas forcément des facilités non plus à nager ou à être fort dans un domaine. D'ailleurs, ne serait-ce que pour le vélo, j'ai galéré. Ouais. Mais moi, j'étais bon dans les arbres, en fait. C'était vraiment mon truc. Dès que j'étais dans la nature, on allait faire un pique-nique, machin. J'étais loin de mes parents, déjà très jeune. J'allais me baigner dans la rivière, j'allais grimper aux arbres, j'allais explorer. J'aimais cette dimension d'aventure. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce gène d'exploration qu'on a en nous et qu'on oublie un petit peu aujourd'hui dans la société de nos jours où, on est casé dans la voiture, dans le bureau et on fait pas grand chose, quoi. Ouais, qui le dis-tu? Désolé. Non, mais c'est un grand plaisir. Après, moi, tu vois, je fais quand même 1h30, 2 heures d'activité physique intense par jour. Tu t'évades un peu, quoi. Donc ça va, tu vois. Mais effectivement, si je pouvais être toute la journée en train de crapahuter dans la montagne, je le ferais, tu vois. C'est vrai qu'on a plus trop le choix maintenant. Ouais. Mais aussi, je prends quand même plaisir sur ce travail cérébral devant mon ordinateur et dans mon bureau. Mais je sens que mon énergie, elle déborde. Tu vois, ça c'est un truc, je pense que beaucoup de sportifs ont quand tu passes.
7-8 heures à bosser, que t'es assis, tu vois, Ouais. t'aimerais bien. Tu vois, moi, comme je te disais, j'ai monté plusieurs boîtes. J'étais le président de la boîte, mais c'est con, mais tu vois, s'il y avait une livraison et qu'il y avait un truc, un carton d'une livraison à aller chercher en bas, monter un bureau et tout, tu sais, c'est le genre de truc, tu peux te payer, soit tu peux te payer du staff pour le faire, soit tu Ouais. peux demander à ton équipe aussi de le faire, tu vois, t'achètes un bureau pour un salarié parce qu'il l'a demandé, tu peux dire, vas-y, débrouille-toi, monte ton bureau. Bon, moi, j'étais le premier, dès qu'il y avait un truc un peu physique à faire, j'y allais, quoi, tu vois. Parce Donc, que c'était ton bébé et que tu voulais en prendre soin. aussi, bah, ça joue encore plus. Mais aussi parce que j'ai besoin d'avoir cette énergie corporelle qui vient. Euh, T'as dit une phrase qui m'a marqué. T'as dit que t'étais nul dans tous les sports. Ouais, Donc, j'étais pas bon. c'est vrai? T'as essayé quoi comme sport? Bah déjà l'éducation physique sportive à l'école. Donc j'étais peut-être un peu moins mauvais dans l'athlé et en gym peut-être, mais encore c'était pas flagrant, hein, j'étais pas bon non plus. Et en fait j'ai essayé aussi du karaté, j'ai essayé pas mal de trucs. Mhm. C'était trop codifié, c'était trop de règles pour moi, j'étais trop hyperactif, j'étais pas scolaire du tout. Ça, il Ouais. faut le savoir. Le premier jour, je me souviens, c'est marrant, hein, je me souviens du premier jour, on m'a foutu en maternelle. Je chialais, putain, je chialais comme un fou. Ouais. J'avais pas envie d'y aller. Ce truc-là, ça m'attirait pas. Et j'ai arrêté l'école à 14 ans à peu près. J'ai eu que des problèmes de comportement, de discipline, etc. Pas des gros trucs, hein. Mm. Mais je tenais pas en place. 8 Ouais. heures sur une chaise, c'était pas fait pour moi. D'ailleurs, dès que je sortais de l'école, ma mère, elle essayait de me caser dans des activités. Ça ne marchait pas. Moi, je préférais être dans la rue, faire des conneries, hein, comme on dit. Mais je me dépensais et je pense que à ce moment-là, j'ai quand même déjà créé un petit peu mon personnage qu'on retrouve aujourd'hui dans l'illégalité, dans ces trucs-là, de façon un petit peu plus cadrée, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que toutes les petites conneries que j'ai pu faire quand j'étais gamin, les conneries de gamin, hein, bien sûr, j'ai un peu gardé cet esprit-là, un peu enfantin, un peu diablotin, dans ce que je fais aujourd'hui, et j'en suis très content. J'en suis très content. Mais j'étais très mauvais en sport, Ok. très très mauvais en sport, et très mauvais à l'école. Ok. Bah, tu vois, c'est surprenant que tu sois mauvais en sport parce que, tu vois, aujourd'hui, quand je vois le parcours ou le fait, tu vois, de grimper, ou même, tu vois, le chase tag, t'en as fait un petit peu Mhm. par équipe. Tu vois, c'est quand même des sports dans lesquels t'as besoin d'avoir une conscience de ton corps très élevée, je trouve. Une capacité à se déplacer dans l'espace qui est très développée. Et pour moi, tu vois, c'est le fondement du sport, tu vois. Enfin, Bien sûr. c'est la qualité première d'un sportif, c'est justement sa capacité à se déplacer, sa capacité à bouger un peu, quoi. Mais si tu veux, les capacités physiques, elles étaient présentes en moi, mais il n'y avait pas la volonté de les développer dans un cadre scolaire, Ouais. dans un truc trop formaté. Ah, c'est marrant, c'est le cadre, en fait, qui t'a... C'est le cadre qui m'a complètement empêché mentalement de m'épanouir dans le sport, en fait. Ok. Et quand j'ai découvert le parcours, c'était complètement différent parce que j'étais dans la rue ou j'étais dans la forêt. Et là, j'ai pu m'exprimer comme moi je le ressentais. Et j'ai Ok. vu que j'étais loin d'être mauvais, même meilleur que mes potes. Parce que j'avais toujours eu cette prédisposition à être pieds nus, dans la nature, à bouger tout le temps un peu partout. Et là, j'avais la possibilité de m'exprimer avec mon propre message corporel, en fait. Ouais. Et là, ça a matché. Et en fait, aujourd'hui, quand je refais du sport et que j'essaye un nouveau sport, je suis pas mauvais parce que, voilà, je suis libéré un petit peu de tout ça aussi. Ouais, ok, ouais, je vois. Mais tu vois, un des trucs là que je viens de, enfin, je sais pas, que je viens d'intellectualiser, c'est que, enfin, t'as été du coup hyper autonome sur ta découverte du parcours, de la forêt, de bouger. Enfin, y a pas de club, il y a pas d'assaut, il y a pas de, Non, j'en voulais pas. y a pas beaucoup de modèles, tu vois. T'es pas encadré, il y a pas des séances d'entraînement, tu vois. Non, il y avait rien du tout. Et en fait, si tu veux, je me suis découvert très passionné. Et quand quelque chose me plaisait, je mettais tout dans ce sac-là pour essayer de le développer à fond. Et en fait, pour moi, c'était une libération de pas avoir de prof, de pas avoir de cadre, de pas avoir quelqu'un derrière toi et d'avoir sa propre discipline. Ça rejoignait un petit peu Dragon Ball, ça rejoignait un petit peu les Shaolin, tout ça, tous ces trucs assez inspirants. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert l'univers profond du parcours avec les fondateurs, etc. J'ai vu que c'était des mecs qui avaient une certaine philosophie, qui étaient forts, qui s'entraînaient. Donc je m'en suis inspiré à ma façon, dans mon environnement. Et sans trop le savoir, j'ai créé ce qui était mon style qui me définit aujourd'hui. Ouais, ok. Et peut-être par curiosité, comment est-ce que tu tombes dessus sur justement le parcours?
Parce que tu vois, c'est un sport alors que tout le monde aujourd'hui connaît grâce au Yamakasi, grâce aux gens comme toi qui vont grimper des tours ou des monuments, tu vois. D'ailleurs, le parcours, je pense que c'est toi, tu le fais dans la nature, donc t'as encore agrandi le cercle du parcours qui était au début très urbain, je crois. Dis-moi si je dis des conneries, hein. Mais en tout cas, moi, je l'ai découvert comme un sport urbain, tu vois. Et toi, comment est-ce que tu tombes dedans, en fait? Comment est-ce que tu réalises, ah putain, tiens, en fait, ce que je fais, c'est un sport, il existe. Bah, en fait, on sortait du bahut avec des potes et on avait tous vu un peu Yamakasi de notre côté. Ça nous avait forcément vraiment plu. Ouais. Il y avait pas YouTube, il y avait pas les réseaux à cette époque-là encore. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est quoi? C'est 99, 2000, la sortie du film, quelque chose comme ça? 2001, la sortie 2001? du film. Ah ouais. Donc là, j'étais vraiment jeune. J'ai commencé plus tard. Quand j'avais 11-12 ans, un truc comme ça, j'ai dû commencer. Donc mon pote, il dit, ouais, on va faire comme Yamakasi. Ça commençait à avoir un petit phénomène de mode à cette époque-là, mais c'était pas comme aujourd'hui, bien évidemment. Mais les jeunes s'essayaient un petit peu à faire du parcours, un petit peu comme ils faisaient du skate 10 ans avant, quoi. Donc on est parti après à la sortie des cours, essayer de grimper un tuyau, sauter au-dessus d'un banc, etc. Et bah, c'est là où j'ai découvert un petit peu que j'étais pas mauvais et qu'il y avait cette sensation de liberté très vite en fait, très vite avec tes capacités physiques actuelles. Et ouais, ça m'a plu. Puis du coup après, on a continué un petit peu avec ce groupe-là pendant 1 an. Et pendant 10 ans après, je me suis entraîné tout seul. Sérieux? Tout seul dans ma forêt, il y avait très peu de gens qui s'entraînaient. Des fois, j'allais à Barcelone pour voir ce qui se passait dans des grandes villes, à Paris aussi. Mais en Andorre, j'étais un solitaire de l'entraînement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, putain, je sais pas où t'es allé chercher toute cette motivation pour t'entraîner tous les matins, tous les soirs, à faire tes répétitions, à chercher des nouvelles voies, des nouveaux sauts. Et c'est assez curieux. Je me l'explique pas trop encore, mais parce que j'avais pas une source de motivation, un décès ou quoi que ce soit. J'étais bien dans ma vie, mais j'ai juste découvert ce truc-là qui en fait, j'étais en accord avec moi-même et j'avais juste envie c'était pas une labeur en fait, c'était pas quelque chose de difficile, c'était un plaisir pour moi de souffrir à l'entraînement en fait. Ok. Putain, je suis hyper inspiré par ce côté ultra autonome et ultra autodidacte, tu vois, de l'apprentissage d'une discipline. Tu te souviens si le Léo justement qui commence à s'entraîner tout seul, il avait un rêve, tu vois, enfin faire ça pendant 10 ans tout seul. Là maintenant, tu vois, quand on voit où est-ce que t'es arrivé, tu peux comprendre, tu vois. Mais est-ce que le Léo qui a 13-14 ans, il pense déjà, je sais pas, à faire des films, à grimper la Tour Eiffel est-ce qu'il y pense déjà? Est-ce qu'il a un modèle? Est-ce qu'il a des sources d'inspiration, des rêves, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait tenir, tu penses, avec le recul? Quand je suis jeune, à ce moment-là, c'est un peu flou. Il y a des rêves qui paraissent un peu inaccessibles. Le fait d'être plus fort que les Yamakasi, David Bell, tu vois, c'est quelque chose qui me motive à ce moment-là. Forcément, ayant vu la Tour Eiffel, c'est un rêve, mais je me dis, voilà, ça se fera jamais. Les tours, pareil, c'est quelque chose que je me dis, voilà, c'est pas pour moi. Jouer dans des films, j'ai été fan de films à ce moment-là, donc j'adorais. Je passais des heures à regarder plein de films. Je suis fan de cinéma, donc forcément, je me suis dit putain, je me verrais bien faire des scènes, même jouer, ça me plairait vraiment. Et au final, c'était un peu des rêves, un petit peu comme ça, inaccessibles. Puis au fur et à mesure, ça se peaufine un petit peu aujourd'hui de façon un peu plus concrétisée. Mais voilà, oui, des rêves à ce moment-là, c'était un peu flou. J'étais un gamin assez turbulent. J'aimais bien la bagarre, j'aimais bien les problèmes. Mais le parcours, ça m'a en fait beaucoup canalisé. Et j'étais juste bien, quoi. Quand je faisais du parcours, j'étais bien. Ça m'a vraiment canalisé. Ça m'a donné mon identité. Et les gens ont arrêté de me regarder comme le fouteur de merde et comme le cancre à l'école et me regardaient pour quelqu'un qui s'entraînait dur, qui avait une passion, quoi. Et ça, c'était quand même plus gratifiant que juste le gros naze qui qui fout la merde à l'école, quoi. Je peux comprendre. Mais moi, je suis bluffé parce que tu sais, dans les sports un peu plus conventionnels, forcément, tu vois, si tu fais du foot, t'as 10 ans, t'as envie de ressembler à Zidane. Tu fais du tennis, t'as 15 ans, t'as envie d'être Roger Federer ou Nadal. Tu vois, t'as un peu des voies toutes tracées, tu vois. Et ce que je trouve vachement inspirant dans ton parcours, et c'est la première fois, mine de rien, après quasiment 115 interviews que je sors. Ah ouais, quand même. que je rencontre quelqu'un d'aussi autodidacte dans sa pratique.
et qui s'est un peu construit tout seul, tu vois. Et je l'avais vu, enfin je l'avais compris en fait en regardant un peu ton contenu, en regardant un petit peu ça. Mais j'avoue, je suis sur le cul là. Je suis vraiment sur le cul de tout ce que tu me dis sur Si tu sur veux, cette solitude en fait. ouais, mais c'est une solitude en fait. Moi, j'adore être seul. C'est quelque chose qui est très constructif au niveau de la personne. Et si tu veux, moi, mes vraies inspirations vers 17-18 ans, c'était les animaux en fait, parce que j'étais dans la forêt et que voilà, le parcours, j'avais un petit peu fait le tour de la technique qui était disponible à ce moment-là avec les réseaux sociaux qu'on avait. Et moi, ce que je regardais beaucoup, c'était comment bouger les singes dans les arbres, parce que je bougeais dans les arbres. Et j'étais fan de Tarzan quand j'étais petit, comme j'étais fan de films aussi, donc Tarzan quand j'étais petit, c'était super, ce dessin animé il est top. Et je voulais ressembler à Tarzan quand j'étais petit, d'où le truc de courir à quatre pattes et tout. Je regardais les gorilles, je regardais les chimpanzés, je regardais en fait ce qui ressemblait le plus à un être humain. Et donc, c'était forcément les primates. Et je regardais les techniques, la gestuelle, la façon de pas réfléchir aussi, ce côté instinctif. En fait, il faut savoir que nous, on est très cérébral. Ouais. Et c'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse quand on veut bouger, et surtout dans les arbres, parce qu'on doit analyser si la branche elle tient, si ça glisse pas, regarder en haut, en bas, attraper avec les mains, avec les pieds. Et donc, tout ça, c'est des caractères qui sont propres à nos cousins les singes, et je m'en inspirais énormément. Mais bon, ça tombe bien que tu parlais de ça parce que je voulais te poser justement la question sur l'instinct. C'est quelque chose qui se travaille parce que ouais, j'ai l'impression que dans le parcours, t'en as besoin 2 fois plus que dans d'autres sports. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est primordial d'avoir cette espèce d'instinct, un peu comme dans beaucoup de sports extrêmes, tu vois, peut-être ceux qui vont faire du ski freeride où ils vont descendre des roches, ou les gens qui vont faire de l'escalade vraiment à très très haut niveau, ou de l'alpinisme, tu vois. T'as un rapport à la nature qui, je pense, qui te développe beaucoup l'instinct. C'est possible, ouais. Mais je pense que l'instinct, en fait, il est bridé par notre capacité à réfléchir, notre capacité de réflexion qui bloque cet instinct. Et le parcours, c'est vrai que comme c'est un peu freestyle, comme l'escalade un petit peu aussi, je pense qu'on développe plus facilement des capacités d'instinct. C'est un peu comme réapprendre à marcher, parce que l'instinct, il est présent. Si on vit une situation qui est difficile, dans laquelle toute pensée n'a plus rien à faire dans cette situation-là, on l'a vu, hein, il y a des gens qui ont des accidents, ils arrivent à brancher leur cerveau reptilien et ils ont une force qui est décuplée, ou alors ils arrivent à faire des choses qui sont hors du commun, surhumaines. Là, c'est de l'ultra-instinct, mais dans le parcours, on le retrouve beaucoup, par exemple, dans le chase tag. Tu me parlais du chase tag, mais le chase tag, c'est vraiment... voilà, t'as une connaissance du terrain, une stratégie et tout. Une fois que t'es dedans, tu réfléchis plus à rien. Ouais. C'est la sortie, le machin. Je panique, je suis une proie ou je suis un prédateur, mais t'es branché sur ce truc-là super primaire qui est vachement intéressant à développer. Et voilà, encore une fois, dans la société de nos jours, on le développe plus. L'instinct, il y a plus d'instinct quoi maintenant. Les femmes ont de l'instinct parce qu'elles donnent la vie, parce que voilà, elles ont plus d'instinct que nous, mais nous les hommes et l'homme actuel, il y a pas grand chose dans notre vie qui nous fait réveiller cet instinct primaire quoi. Et toi tu travailles dessus, t'essayes de le faire revenir, j'ai l'impression, un peu avec les méthodes que tu développes et ton type d'entraînement. Oui, au contact de la nature, au travers de l'entraînement, en sortant de sa zone de confort, en ayant froid, en s'entraînant dans des conditions qui sont mauvaises et tout. Tu vas puiser dans des ressources qui sont lointaines en fait. C'est là où t'es dans l'instinct. Après, quand tu te mets en danger, forcément, t'as l'instinct qui revient aussi. Moi, quand je mets ma vie en danger, je le sais. C'est quelque chose que j'aime, ce rapport au danger. Tu te sens vivant, tu te sens voilà. C'est quelque chose moi, j'aime ce rapport quotidien. Un peu. Je sais pas, non, accro non, parce que j'ai pas besoin d'en faire tous les jours, mais j'ai besoin d'avoir ce rapport avec la peur, j'ai besoin d'avoir ce rapport proche de la mort aussi. C'est quelque chose qui me maintient en vie et que j'aime au plus profond de moi, ça c'est sûr. Ok. Mais ouais, c'était quelque chose que je me demandais, tu vois, si t'avais un peu cette sensation d'adrénaline, tu vois, c'était un truc qui monte et t'en veux toujours plus. Est-ce que tu vois, il y a une certaine boulimie. Je te fais un parallèle et peut-être que tu me diras s'il est intéressant ou pas. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de courses à pied. J'ai commencé avec un 10 km. Un mois après, je voulais faire un semi-marathon. Un mois après, je voulais faire un marathon.
j'ai attendu un peu avant d'allonger les distances, tu vois, mais tu rentres assez facilement dans une espèce de boulimie où tu as envie de courir toujours plus loin, tu vois, parce que à chaque fois que tu termines une course, bah, tu as une espèce de cartouche et un espèce de sentiment de plénitude en toi qui est hyper addictif, tu vois, qui est déjà, t'es hyper fier de toi parce que t'as allongé ta distance, donc t'as battu ton record, mais en plus, t'as une nouvelle sensation que tu sens dans ton corps de oh, putain, la douleur, je l'ai jamais sentie aussi forte, l'endurance, je l'ai jamais sentie aussi forte, et du coup, t'es hyper accro, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vraiment accro à ça, tu vois, à cette distance, à cette espèce d'adrénaline. Et je me demandais si toi, t'avais développé pareil. Une espèce de boulimie ou d'addiction à aller chercher toujours un peu plus de frissons, toujours un peu plus de sensations. J'imagine que ouais. Hein. Mais il y a toujours cette part d'addiction. On va pas se le cacher. Il y a une addiction parce que forcément, quand t'arrives en haut d'une tour et que t'as bravé un petit peu la mort ou que t'as sauté d'un toit à un autre, bref, tu braves la mort. Tu t'es entraîné longtemps pour justement réussir cet exploit qui était au début presque impossible. Ouais. On va pas se mentir. Quand tu réussis ça, tu passes par un flot d'émotions qui traverse tout ton corps. C'est impressionnant. C'est impressionnant, on va pas se mentir. Tu peux avoir des moments de mou pendant que tu es en train de le faire, surtout sur un effort un peu long. Tu te dis putain, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça? Mais une fois que tu as réussi et que tu as accompli ton objectif, ça y est, t'as oublié. Et c'est tellement fort ce qui se passe dans ton corps que t'as oublié toutes ces mois, toutes ces années, même des fois de souffrance pour réussir ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Et voilà, il y a ce truc-là presque addictif et tout. Après, ça dépend. J'ai la chance aussi d'être un peu polyvalent dans ce que je fais. C'est-à-dire que je ressens pas cette addiction, par exemple, dans les arbres ou dans le parcours dans la nature. Je saurais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est vrai que ce rapport avec la nature, ça crée un certain équilibre qui est en dehors de toutes ces sensations qui peuvent être tellement fortes que des fois peuvent être néfastes. Ouais. Donc ça me rééquilibre énormément. En fait, moi, ma base et mon équilibre, c'est de m'entraîner en nature. Même pour un entraînement très dur de tour, j'ai besoin de trouver un équilibre certain dans la forêt, dans la nature, au contact de tout ça. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et t'as parlé justement du projet de grimper une tour. Moi, j'avais envie d'essayer de comprendre comment ça s'organise un projet comme ça, tu vois. Donc là, tu viens de faire, il y a peu de temps, c'était à combien de temps la Tour Eiffel? Bon, c'était le mois dernier parce qu'on est le 1er octobre aujourd'hui. Ok. C'était vers le 13 ou le 14 septembre. Ok, donc en 2021, si jamais vous nous écoutez une année plus tard, je t'ai pas dit, je compte faire 1000 interviews, donc je serai encore là très longtemps, moi. Mais un peu comme toi, j'imagine. Mais comment est-ce que ça se prépare un projet comme ça? J'ai cru comprendre que tu faisais beaucoup de visualisation, mais combien de temps à l'avance tu t'y prends? Comment tu t'organises? Est-ce que tu écris des choses? Est-ce que tu as besoin de partenaires? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le cheat code, tu vois, ou le playbook, tu vois, le manuel d'utilisation de OK, je me lance un nouveau défi qui est grimper la Tour Eiffel à main nue, quoi. Quand je me lance un défi de taille, généralement, ça passe déjà par une motivation certaine et l'envie de le faire. L'envie de le faire, ça amène déjà des choses. Ça crée une émulsion, il se passe des trucs dans notre corps, dans notre tête aussi. Il y a des réflexions, des pensées, ça ne s'arrête jamais, en fait. À partir de là, on est déjà sur la bonne voie. C'est la première étape, un petit peu pour moi. Mais on vraiment de devoir réaliser l'objectif ou de comprendre pourquoi d'avoir des fragments de visualisation je suis en train de le faire et ça donne une autre idée tout de suite et j'ai besoin de ça, ça serait bien de le faire comme ça et voilà, ça donne pas mal d'idées, mais on n'est pas dans ce stress. Là, on est juste dans la création, dans l'imaginaire, on va dire. Okay. Mais ça, c'est une étape méga importante dans la réalisation du truc parce que c'est là qu'on est en train de développer la base, c'est le ciment en fait pour moi. C'est super important parce que voilà, tu développes ta créativité à ce moment-là et ton envie de le faire et tu boostes ton envie de le faire surtout à ce moment-là. Ouais. Et la deuxième étape après, c'est de se mettre un petit peu dans ce frisson, dans la peur et de vraiment s'imaginer en train de le faire. Voilà, je suis en train de
de visualiser vraiment que je suis en train de grimper ou que je suis en train de sauter, qu'est-ce que ça produit en moi? Parce que tu essaies de te rapprocher en fait des sensations que tu vas aller chercher à ce moment-là, tu vois, pour pas te retrouver comme un con le jour J, de dire qu'est-ce que je fous là vraiment, tu vois. Ouais. Ça c'est dangereux. Donc voilà, aller chercher un petit peu ça au travers de la visualisation, du toucher, des sens, etc. Tu peux expliquer un petit peu comment tu visualises, combien de temps ça te prend, combien de fois tu le fais. Tu vois, il y a beaucoup, par exemple, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui vont, tu vois, sur de la visualisation et sur de la prépa mentale, ils vont avoir deux types de visualisation. Ils vont faire le pire scénario. Ils vont s'inventer en fait des scénarios inattendus, tu vois, ou tiens, je sais pas, si on prend l'exemple, je sais pas, d'une course, tu vois, ou d'un marathon, tu vois, ils vont s'imaginer, boum, marcher dans un trou et tomber, tu vois, par exemple, et se relever direct et repartir. Et ils vont aussi imaginer la meilleure situation possible, tu vois, de l'état de flow complet. D'ailleurs, je sais pas si le mot flow, ça te parle, mais Bien sûr. mais toi, comment est-ce que tu fais? Tu vois, combien de temps ça te prend? Parce qu'une ascension, combien de temps tu mets pour grimper toute la Tour Eiffel? Ouais, ça dépend. Bah, j'ai pris une grosse pause quand même sur la Tour Eiffel parce que il faisait pas encore jour, je voulais des belles images, donc j'ai pris 40 minutes de pause sur la Tour Eiffel. Le mec a la police aux fesses et il te dit je vais me poser 40 minutes. Ouais, mais Tant qu'à enfin faire. voilà, une fois qu'ils sont plus, ils nous attendaient au 3e étage, donc je me suis dit on va attendre qu'il y ait des belles lumières pour finir l'ascension. On est là, autant que ça se passe pour le mieux, on va prendre cher après, donc autant profiter quoi. Ouais. Et oui, c'est un peu ce que t'as dit en fait. C'est un peu ce que t'as dit dans le sens où j'imagine le meilleur scénario et le pire aussi. C'est-à-dire que quand je grimpe Montparnasse ou un saut, je m'imagine en train de glisser, de tomber, de me rattraper, même de mourir aussi. Ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu. Et ces frayeurs-là, c'est ce qui te maintient en vie aussi. Et on a la chance aussi de pouvoir... moi, j'ai besoin de toucher, de sentir la matière avec ce que je fais. Donc la Tour Eiffel, par exemple, je suis allé sur la tour, j'ai payé mon billet, j'ai touché la structure avant. Montparnasse, j'ai la chance de pouvoir y aller le soir, de carrément m'entraîner dessus, de faire des répétitions sur les premières fenêtres, etc. Et j'avais une marche physique et technique de fou parce que j'étais capable de monter et descendre la tour 3 fois. L'équivalent de 3 fois la tour, donc voilà, physiquement, techniquement, j'avais un poids en moins et c'était que mental après. Donc j'avais la chance de pouvoir imaginer des scénarios mentalement et de les reproduire directement sur la tour. C'est-à-dire que je me mettais en difficulté avec un seul bras, ou je faisais des pauses que j'allais pas faire, ou je me faisais glisser, je me rattrapais. Je me suis entraîné avec des cloques, les doigts en sang, parce que je savais que j'allais pas avoir les doigts en sang le jour J, sous la neige, pour Montparnasse, ou sous la pluie. Donc voilà, j'essaie vraiment de me mettre dans le mal total pour que le jour J, ce soit rando, ce soit facile. Et ça, c'est un schéma que j'aime bien. J'aime bien l'entraînement comme ça, un entraînement très dur, où tu en chies, où les récupérations, même ce qu'on dit à l'entraînement, c'est dur. Mais moi, ce qui est dur, c'est quand je m'entraîne pas, surtout. C'est les jours de repos où t'as mal partout. Tu t'es dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est ça, j'ai mal partout, mes doigts ils bougent plus. J'ai mal au biceps, j'ai mal au dos, j'ai les articulations bousillées parce que je me suis fait un entraînement de malade. Et tu dois te taper 3-4 jours de repos minimum parce que ton corps est vraiment oxydé. Et ça, j'aime ça. J'aime ça parce que tu te dis, putain, je l'ai mérité ce truc. Ouais. J'y suis allé, je l'ai mérité. Mais ça passe par des heures d'entraînement, des heures de visualisation mentale aussi, et de respect de soi au travers de l'alimentation, d'une hygiène de vie aussi assez correcte, on va dire, voire encore plus correcte que d'habitude quand tu veux faire un objectif comme ça. Mais ça, les grands sportifs se reconnaîtront forcément dans ce que je dis quand ils ont gros objectif. Bien sûr, bien sûr. Mais toi, j'ai l'impression que la visualisation, elle prend une part méga importante de ton sport. Et du coup, peut-être pour rentrer un peu dans le concret, je sais pas, tu le fais comment? Tu le fais allongé dans ton lit pendant 1 heure? Tu le fais juste 2 minutes, tu vois, avant justement d'être devant tes 3-4 premières fenêtres de la tour Montparnasse? Comment tu le fais? Est-ce que tu t'es un peu est-ce que t'as un petit protocole, quoi, tu vois? J'ai pas vraiment de protocole parce qu'à chaque fois c'est différent, on va dire, et je m'adapte en fonction de ce que ma peur, mon corps et mon ressenti me dit.
Donc oui, je vais potentiellement m'allonger 1 heure avec un calme complet, visualiser en fait l'entièreté de l'ascension à ma façon. Des fois c'est juste en mode accéléré. C'est-à-dire que je vois l'ascension en mode rapide, bam, 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 juste pour me la mettre en tête. Des fois, ça va être vraiment très lentement pour apprécier chaque détail, presque essayer de ressentir les prises dans mes mains, ou le saut, ou n'importe quoi, en fait, en fonction de l'objectif voulu. Et des fois, c'est juste dans la journée, j'y pense. Et des fois, vraiment, j'essaie de rentrer en transe profonde, c'est-à-dire que je fais un peu de méditation en amont pour vraiment calmer ma respiration, essayer d'être vraiment en phase avec ma pensée, qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne parasiter, comme si j'y étais vraiment, en fait. Ok. J'aime bien le faire dans la forêt aussi, c'est sympa. Parce que t'es au calme, t'as les bruits de la nature, tu respires un air qui est quand même beaucoup plus sain que celui de l'appartement. Ouais. Donc, c'est sympa. Ok. Hyper intéressant. Et sur ton protocole d'entraînement physique, bon, il y a beaucoup de pratiques, tu vois. Je pense que, tu vois, quand tu te donnes l'objectif de faire la tour Montparnasse et que tu as l'occasion de grimper sur les fenêtres, tu fais que ça, en fait. C'est l'essentiel de ta prépa. Ouais. C'est ça, c'est combien de temps par jour, à peu près? Bah, un entraînement, en fait, ça va dépendre. Des fois, je vais me faire un entraînement de la moitié de la tour, un entraînement l'entièreté de la tour, 2 fois, 3 fois. En fait, ça va dépendre. Je peux rester une demi-heure comme je peux rester 4 heures sur la tour, quoi. Ok. Donc ça dépend de la forme du jour, de l'objectif. Et en fait, c'est un peu comme un athlète de haut niveau. C'est pas combien d'entraînements par jour, c'est quand il s'approche de l'échéance. Il va y avoir des semaines de grosses charges et des semaines où il va continuer à s'entraîner, mais ça va être plus light, c'est juste pour entretenir l'afflux sanguin, nerveux et les connexions neuronales. Mais voilà, ça se passe un petit peu près pareil, mais je le fais vraiment au feeling. J'ai pas de protocole qui me dit, tu vois là par exemple, là la dernière fois j'ai refait la tour totale avec Alain Robert et je me suis pas du tout entraîné pour la refaire parce que je la sentais. Tu vois, encore dans mes pattes. Ça faisait 2 mois que je l'avais faite et je m'étais tellement entraîné dessus en hiver, etc., que je l'avais encore dans le corps et le ressenti était bon. Il faut se faire confiance aussi. Parce que des fois, avec l'entraînement, je sais pas, mais il y a beaucoup d'athlètes, et moi inclus, à certains moments de ma vie, où je faisais trop confiance à cet entraînement et ça t'empêche justement d'activer cet instinct et ce flow. Et parce que tu fais confiance à cette partie trop scolaire de toi. Mais en fait, il faut juste que le naturel puisse prendre le dessus quand le jour J est là, quoi. Ouais, ok, je vois. Et c'est marrant que tu fasses le parallèle aux sportifs de haut niveau. Tu t'es intéressé justement à leur méthode de préparation, à leur entraînement. Tu t'es un peu formé à tout ça? On va dire, je m'y suis intéressé, je m'y suis pas formé. Ayant fait du chase tag en équipe, voilà, c'est quelque chose déjà de plus conventionnel, de plus cadré, de plus sportif. Entre guillemets. Donc forcément c'est quelque chose que oui je m'intéresse à comment gagner, comment reproduire la gagne aussi, parce que c'est pas le tout de gagner une fois, ça peut être un coup de chance. Les autres sont moins bien, ils ont moins de bonne forme ou toi voilà, mais voilà, comment reproduire un petit peu ces schémas là, comment s'y préparer, parce qu'aujourd'hui moi j'y vais pas pour gagner forcément quand je fais mes objectifs, mais pour vivre derrière, parce que gagner moi c'est synonyme de voilà, t'arrives à réussir à grimper, t'arrives de l'autre côté du saut, c'est survivre en fait, et je m'accroche à ce truc là. Donc ça diffère pas vraiment, sauf qu'un athlète de haut niveau il met toute sa vie, je pense que c'est pas si différent en fait. Il met toute sa vie dans ce qu'il fait, il sait qu'il va pas mourir s'il rate sa course, mais il joue sa vie dedans. Ouais. Et moi c'est un peu pareil, sauf que voilà, je dois pas tomber moi. C'est clair, il y a quand même une grosse différence, hein. Oui, mais dans l'état de flow il y en a pas, pas du tout, parce que moi je pense pas oh putain serre plus tes prises, non, je suis relax man, tu sais faire, tu continues, tu respires et tu kiffes, en fait t'es là pour ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sportifs aussi qui ne réussissent pas parce qu'ils sont trop dans le vouloir réussir et pas dans le kiff. Et ça c'est un des facteurs qui font qu'ils réussissent pas, alors qu'ils ont les mêmes capacités à très peu de pourcentage près que les autres, quoi. Enfin il y a pas beaucoup de différence entre les Olympiens, quoi. C'est fou. Ouais, bien sûr. Ça joue que là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Tu dis ça en montrant ta tête, mais c'est vrai. Tu sais, il y a de plus en plus de préparateurs même physiques qui disent que tu vois, la préparation physique, on connaît, ça va faire 100 ans
qu'on pratique, tu vois. Tu vois, il y avait des bodybuilders, je crois, même en 1880 ou un truc comme ça, tu vois. Il y avait déjà, même les Romains, tu vois, il y avait déjà cette science du corps et tout. On connaît vachement. Et que là, on a vraiment poussé au maximum, tu vois, même la technique, tu vois, il y a eu les histoires des maillots de bain, je crois que c'était à Athènes ou à Pékin, je sais plus. Oui. Tu vois, maintenant, on parle des chaussures Nike qui te font gagner de la vitesse. Enfin, tu vois, on est sur le corps humain, on est presque arrivé à la limite, tu vois, de la technicité, de la performance peut-être. Exactement. Et en fait, de plus en plus, on se dit, bah maintenant, pour passer des paliers encore plus haut et avoir encore plus de performance, c'est le mental qui va jouer. Parce que en fait, c'est l'esprit humain qui nous freine, soit qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Ouais. Exactement. Ouais. Mais tu vois, toi qui as monté ton entreprise par exemple, tu peux faire le parallèle aussi avec beaucoup de choses qui sont dans le domaine sportif de haut niveau. Ah, c'est clair. Ouais. C'est exactement les mêmes schémas, les mêmes procédés mentaux. Et même physique au final, parce que voilà, c'est beaucoup de visualisation, c'est beaucoup de volonté, de motivation, de plaisir. Ouais. Et d'échecs. Ouais. Ah, beaucoup d'échecs, ouais. C'est la même chose. Du processus. Ouais. Ça fait partie du processus. Les échecs, je crois que je connais personne qui a plus de réussite que d'échecs. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Les échecs font partie. Alors il y en a qui réussissent plus vite que d'autres parce qu'ils arrivent à retrouver la recette. Mais voilà, tu passes par ce truc d'échec qui produit quelque chose ou pas, parce qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui c'est pas fait pour moi, ils passent à autre chose et réussissent dans un autre domaine ou pas. Mais ce truc d'échec, c'est primordial pour trouver la recette. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que tu vois, par rapport on parlait d'enfance un peu tout à l'heure, des parents qui poussent un peu à l'échec, tu vois. Moi, je suis un peu ce type de papa, quoi. C'est genre débrouille-toi, quoi. Tu essayes par toi-même, tu vas te tromper, mais tu vas ressentir le truc. Tu me regardes faire si tu veux, je peux te le montrer, mais à un moment donné, il faut que tu essayes toi-même et ce moment-là, tu vas tomber ou tu vas forcément échouer, en fait. Ou réussir. Ou réussir, mais il y a de grandes chances pour que tu échoues et ça fait partie du processus d'apprentissage. Tiens, j'ai essayé quelque chose, je l'ai échoué, je vais essayer de comprendre pourquoi, je vais le reproduire sans faire ça, tu vois. Mais tout bêtement, c'est l'école de la vie parce que qu'est-ce qu'on fait pour apprendre à marcher? On tombe d'abord. On tombe jusqu'à ce qu'on arrive à mettre un pied devant l'autre et ça marche. c'est clair. C'est trop cool. Je kiffe la conversation qu'on est en train d'avoir. Tu vois, on part un peu. C'est plus philosophique que ce que je pensais finalement. Ah bah merde. Tu voulais pas. Bon, on peut repartir dans des trucs un peu plus. Je peux faire des trucs plus concis si tu veux. Non ouais. Du coup, je te posais en plus la question quand on s'est rencontrés aujourd'hui, mais de grimper des tours, de grimper des trucs, on risque quelque chose. Enfin, tu vois, c'est hormis ta vie, tu vois, sur justement là ce que tu fais sur la Tour Eiffel, on voit que vous vous faites poursuivre par la police, qu'ils peuvent pas vraiment faire grand chose contre vous. Ça fait partie ça fait partie du plaisir un peu de ton côté ou ça fait partie du jeu? J'ai envie de dire oui parce que sinon je serais qu'un grimpeur de falaise. Donc évidemment tout ce qui va derrière, ce côté un petit peu illégal, ça fait partie du jeu. Et c'est plaisant aussi. Et pour en revenir à ce truc de gamin, c'est un petit peu ce côté enfantin, diablotin. On a tous fait des conneries. Alors il y en a qui sont très casés et qui ont arrêté de faire des conneries très vite, hein. Mais c'était pas mon cas. Donc ce truc-là, c'est un peu borderline où c'est pas juste le fait de je fais ça et non, c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que regardez, c'est possible. On peut faire ça, on peut s'octroyer cette liberté. Et en plus de ça, alors Robert, même lui le disait, c'est un peu un coup de pied à la société où quand tu grimpes sur ces énormes tours de la Défense qui sont pas du tout pensés pour être grimpés, c'est un peu un nouveau regard en fait sur l'architecture, sur une façon de voir notre société qui nous case dans des trucs et qui nous interdit de faire plein de choses. On n'a pas le droit de grimper sur un building, mais au final, pourquoi tu peux pas grimper sur un building et tu peux grimper sur une tour? Les oiseaux ils se posent dessus. D'ailleurs quand on grimpe il y a plein d'araignées. Voilà, je veux dire on est des êtres humains et tout est différent pour nous. Voilà, j'aime bien ce côté borderline. Je suis pas un criminel, je suis pas un mauvais garçon non plus, mais j'aime bien jouer un petit peu avec ce truc à la limite. Pourquoi? Parce que c'est pas illégal non plus. Il y a pas d'arrêté préfectoral, il y a pas d'interdit. Alors la Tour Eiffel un petit peu plus. Mais bon, faut aller viser un petit peu ses rêves aussi. La Tour Eiffel, c'est un rêve de gosse, c'est sympa aussi. Pas un arbre géant, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien ce
ce questionnement que les autres peuvent avoir en se disant putain, regarde, il est en train de grimper. Il y en a, ils vont dire il est fou. Il y en a d'autres qui vont dire c'est du génie. Il y en a d'autres qui vont dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce que voilà, ça interpelle, ouais. J'aime bien ce côté polémique qui interpelle. Et on le voit chez la police aussi, hein, parce que quand ils sont en haut, il y en a qui sont méga fans, qui comprennent. Il y en a qui détestent. Il y en a qui disent mais tu m'as fait courir 1 heure dans le froid. Je vais te maudire. Ouais, c'est ça. Mais la dernière fois, les mecs ils m'ont dit putain, tu m'as fait courir comme un chien. Moi, je lui ai dit, mais ça te fait pas de mal, et en plus, c'est ton taf. Et puis, si je suis un terroriste, alors, comment tu vas réagir? Là, je suis juste un mec qui grimpe. Tu vois, j'ai réussi à passer, j'ai réussi à faire le truc. Et si c'est plus grave, en fait. C'est l'entraînement, là, les gars. C'est l'entraînement, c'est maintenant, les gars. Tu vois, ce truc d'instinct dont je te parlais juste avant. Là, ils l'ont pas. Ils sont en panique tout de suite. C'est pas pour critiquer, hein, mais. Non, mais oui, pour en revenir à la question, c'est vraiment ce truc d'illégalité. Et en même temps, ça vient chercher aussi ce truc d'instinct aussi où tu dois juste te concentrer sur ce que tu dois faire. Tu dois pas penser à l'autre, il a envie de te tuer, ou l'autre, il y a la police en bas, ils sont en train de te dire de descendre. Non, focus. Ouais. Focus à tout moment. C'est la première fois que t'as la police, là, comme ça, qui te court après? Bah, sur la Tour Eiffel, il y a cette facilité justement de pouvoir nous suivre sur les 2 premiers étages parce que t'as les escaliers à proximité. Sur une tour, non. Sur une tour, t'es sur les carreaux, t'es sur le cadre en alu, et tu grimpes et ils t'attendent en haut. Ils à la fenêtre, quoi. Non, ils ont essayé une fois sur Montparnasse, ils m'ont dit tu rentres, c'est fini. J'ai même pas parlé, j'ai continué. J'ai fait, les mecs, je vais pas m'arrêter à 3/4 de la tour, vous êtes fous, quoi. J'ai un problème, oui, mais là, tout allait bien, je termine. Okay. Et je me suis trop entraîné pour m'arrêter ici. Et juste... De toute façon, en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est que tu vas prendre aussi cher si tu t'arrêtes tout de suite, aux 3/4 ou à la fin. C'est la même chose. Donc autant finir. Ouais, et puis même ils sont presque... Enfin, c'est presque idiot, je trouve. Désolé si jamais... Ils vont mal le prendre, hein. Je sais ce que tu vas dire. Non, mais... Et puis c'est une histoire de protocole, et c'est pas c'est pas le policier qui ouvre la fenêtre et qui te dit d'arrêter qui écrit le protocole, tu vois. Mais je trouve que dans le protocole, c'est presque insensé, c'est pas idiot, mais d'essayer d'interrompre la personne qui est en train de faire ça, en fait. Mais en fait, ils sont obligés de le faire. Sauf que quand mais s'il se passe un truc. Imagine le mec il crie, toi ça te perturbe et boum, tu tombes. Bah c'est pour ça que je te dis, il faut rester concentré. Ouais. Et c'est ce truc que j'aime bien. Parce que t'es obligé de rester dans ton flow, t'es obligé de rester dans ton instinct et de sabrer toutes ces petites difficultés entre guillemets qui peuvent venir te perturber. Moi j'adore. Je me suis entraîné pour ça. Donc le jour J, quand il y a tous ces petits trucs, j'y suis préparé. Ok. Et ouais, donc au final, tu sais ce que tu risques si jamais une fois que t'es en haut. Qu'est-ce que tu peux avoir? C'est quoi? Tu passes au tribunal? Oui, voilà, c'est pas impuni. Après, j'aime pas rentrer dans les détails non plus parce que si je dis exactement ce que j'encours, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir essayer aussi. Ils disent c'est 1000 balles d'amende. J'ai envie de grimper la Tour Eiffel aussi. En plus, je sais même pas combien je vais prendre d'amende. Il va y avoir une amende forcément, mais je sais pas ce qui va se passer. Le seul avantage qu'il y a quand tu grimpes la Tour Eiffel, c'est que tu peux sortir assez rapidement. Il n'y a pas de garde à vue. C'est directement une convocation au tribunal. Attends, hop, je recale. Ça marche trop. Il y a des serrés en fait. Le pied. Bingo. Ok. Mini pause technique, désolé pour les auditeurs, il y avait le pied du micro de Léo qui était en train de se casser la gueule. Je l'entendais plus. Il prenait son pied. Et donc ouais, tu disais au final il y a pas grand chose, mais t'as pas envie de donner envie à des... Non, tout simplement parce que c'est déjà quelque chose qu'on me reproche au commissariat. On me dit les jeunes ils vont faire comme toi, ils voient tes vidéos, machin, truc et tout. Donc j'ai pas envie de me foutre. Les flics ils sont sympas. Donc j'ai pas envie de les énerver par rapport à des trucs comme ça. Donc généralement je suis bien traité. Ouais, ils te voient plutôt d'un bon œil, quoi. Oui, voilà, ils sont franchement les flics à chaque fois ils sont vraiment cool avec moi. Bon, t'en as toujours qui peuvent râler, hein, mais voilà, ça fait partie du truc. Mais en règle générale, c'est vraiment des personnes comme toi et moi, tu vois. Et généralement ils sont vraiment cool. Ils savent que je suis là pas parce que j'ai braqué une banque, hein, mais parce que j'ai grimpé un building, donc ça passe.
Non, et puis je pense que puis ils ont quand même une petite culture sportive et ils doivent quand même, tu vois, apprécier Oui, le geste aussi un peu, je pense, tu vois. c'est Donc, ça. Il y en a qui sont grimpeurs aussi des fois, donc voilà, ils kiffent. Voilà. ok, très chouette, très marrant. Et tu, ça te, justement là pour la Tour Eiffel, ça rajoute pas un stress supplémentaire le fait que les mecs vont te courir après, qu'ils vont te mettre potentiellement, tu vois, des petits coups de lampe dans la tête. Je sais pas, ils peuvent, on sait jamais, ils peuvent venir peut-être avec des chiens, tu sais, ça crie. Ça a été un gros effort mental d'essayer d'oublier cette contrainte-là, entre guillemets, ou pas du tout? Bah, si tu veux, en fait, pour placer le contexte, j'ai déjà grimpé la Tour Eiffel en 2015. Donc Ok, je connais parfaitement la structure, ok, je savais pas. Ok. j'ai eu un bon rapport avec elle, je la connais bien, et c'est une grimpe qui est relativement facile. Ouais. Il n'y a pas de difficulté Ouais, il y a beaucoup technique. d'écrous, il y a beaucoup de. Oui, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un arbre géant, c'est magnifique. Donc là, sur cette fois-ci, c'était vraiment en 2015, il n'y avait pas tout ce dispositif de sécurité autour, Ah ouais? il n'y avait pas tout le mur de verre qu'il y a autour de la Tour Eiffel, pas toutes ces caméras, pas toutes ces rondes C'est à nocturnes. cause des gens comme toi, en fait, qu'ils ont foutu tout ça. Il y a grand moyen, il y a grand moyen. Et du coup, il faudrait qu'ils me payent pour tester les failles de sécurité, effectivement, ça serait pas mal ça. Et pour faire les entraînements, ouais. C'est l'alarme incendie de Ouais, ça la pourrait Tour être pas Eiffel. mal. Ça pourrait être pas mal. Et là, le but, en fait, c'était justement de la grimper à nouveau. Déjà de jour, j'avais envie de grimper la Tour Eiffel de jour, avant son ouverture, et de tester un petit peu ses failles de sécurité, parce que l'ascension me stressait absolument pas. Ok. Je la connaissais déjà et c'est très facile. Bon, il y a toujours ce petit truc de je fais gaffe quand même. Bien sûr. Faut jamais avoir un excès de confiance. Faut respecter l'obstacle, comme j'aime bien le dire. Mais voilà, le truc c'était vraiment cette sécurité. Est-ce que c'est possible justement de passer au travers? Ok. Ok. Et t'as réussi, du coup. Oui, voilà. Après, je me posais Ouais. quelques questions sur le premier et deuxième étage. Voilà, ils ont pas géré de fou. Ils auraient pu nous stopper un peu mieux. Mais j'avais déjà fait mon repérage pour avoir eu un plan A, B et C quoi en cas de différents scénarios quoi. Donc, Ok. donc voilà, là ils m'ont laissé le meilleur scénario, le plan A et donc voilà. C'était trop facile. Ok, bon bah ouais. C'est marrant que tu le dises. Je voulais passer un peu, tu vois, te poser des questions un peu sur la partie un peu cachée de l'iceberg, tu vois, sur la création de contenu et sur YouTube, tu vois. À quel moment, enfin, peut-être la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur ce médium-là, tu vois. Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est, je sais pas, quelqu'un qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas? Bon, pas mal de choses en fait parce que j'ai essayé par plusieurs moyens d'essayer de rester le plus pur et moi possible, on va dire. Ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai fait quelques trucs à droite, à gauche, mais je savais pas en fait. J'étais assez mitigé dans le fait de vivre du parcours et vivre le parcours. En fait, c'était très différent pour moi. Je le vivais, mais j'arrivais pas à en vivre. Donc j'ai vu plusieurs de mes potes, dont Super Echo par exemple, qui s'était lancé sur YouTube et qui a resté quand même dans quelque chose d'assez pur, la tête sur les épaules, qui proposait un contenu méga intéressant et qui se faisait kiffer par des projets qui leur étaient propres. Donc moi je me suis dit bah il faudrait que j'arrive à aborder un petit axe assez similaire pour pouvoir me développer. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais extrêmement sauvage, que parler comme ça de soi, c'est pas quelque chose qui était super cool pour moi. J'étais assez réservé, je sais pas si humble ou pas, mais en tout cas très réservé. Et le fait de dire moi je, c'était compliqué. Je savais pas me vendre. Donc voilà, ça a été très difficile et j'ai mis à peu près 1 an avant de me lancer quand même sur YouTube pour essayer de créer ce personnage, de prendre conscience en fait de ce que j'étais capable d'apporter sur la table quoi, tout simplement. Et voilà, j'ai créé un petit peu ce personnage YouTube en accord avec ce que je faisais pour montrer en fait ces performances qui pour moi étaient assez hors du commun parce qu'on voyait pas ça sur YouTube et j'avais un petit peu cette envie aussi de montrer qu'il y avait pas que les tutos make-up ou des vidéos à la con qui font des millions de vues sur YouTube avec du gaming.
voilà, qu'on pouvait aussi montrer quelque chose d'un peu plus engagé, de sortir de sa zone de confort, d'être à l'extérieur dans la nature et pas juste devant son miroir ou devant ses jeux vidéo toute la journée. Et je trouve que c'est cool parce qu'aujourd'hui, voilà, ça inspire. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par cette méthode naturelle, même pas par les tours. Les gens, ils m'envoient des trucs, ils sont pieds nus, ils grimpent aux arbres, et pour moi, voilà, c'est vraiment gratifiant. C'est génial parce que je me dis, voilà, les jeunes aujourd'hui, quand tu les vois, c'est pas juste TikTok et compagnie, c'est je m'entraîne et je vais m'entraîner dans la nature, même s'ils s'entraînent pas, ils sont au contact de la nature, et pour moi, j'ai tout gagné, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais et tu t'avais un objectif particulier en lançant ça? C'était quoi? C'était gagner de l'argent avec la monétisation de YouTube, c'était je sais pas, créer des formations, créer des cours. Aujourd'hui, bon, tu fais plusieurs choses, mais au tout début, tu vois, au tout début, tu vois, on peut se dire ah ouais, YouTubeur trop cool, tu vas faire de l'argent, mais Ouais, faut pas. la réalité, c'est qu'il y a plein de stratégies différentes. Oui, Pour, YouTube, tu gagnes pas vraiment d'argent. Il faut savoir aussi que moi, la plupart, 80% de mes vidéos, elles sont souvent démonétisées. Ah ouais? Pourquoi? Pardon. Vas-y. La grimpe urbaine, c'est considéré à caractère extrême, donc c'est démonétisé par YouTube. Ah ouais. Et, Ok, je savais pas. et du coup, je touche pas d'argent via ça. YouTube, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des sponsors. Donc moi, vraiment, quand je me suis mis sur YouTube, c'était pas vraiment pour toucher de l'argent parce que j'étais conscient de ce facteur-là. En plus, t'es striké par YouTube, c'est-à-dire que c'est moins mis en valeur qu'une vidéo qui sera monétisée. Tu vois. Bien sûr, ouais. Donc voilà, je me suis dit bon, on va essayer quand même parce que je vais proposer quand même cette petite fenêtre du spectaculaire qui est pas forcément vue. Bon, on le voit un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est quand j'ai commencé, c'était pas du tout vu et ça a bien marché. À ma grande surprise, ça faisait des millions de vues des fois sur une vidéo de grimpe urbaine qui était démonétisée. Je me suis dit bah putain, en fait voilà, je peux me faire connaître comme ça. Et moi, mon but, c'était pas d'être sur YouTube. Je voulais pas être youtubeur toute ma vie. Bon, aujourd'hui, je suis encore un peu youtubeur, hein, je vais pas me mentir. mais c'était de toucher des projets un peu plus dans le cinéma, dans des séries, dans des trucs comme ça, parce que je sais qu'il y a un potentiel autre que juste sur YouTube à exploiter. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer justement avec une série qu'on est en train de faire avec Canal+. Dans laquelle je rencontre justement des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau qui sont un peu à borderline avec l'extrême un peu aussi, et c'est super cool parce que ça change de l'axe qu'on a l'habitude de voir avec le journaliste qui va faire ses interviews. Là c'est sportif, donc on est d'égal à égal, on se respecte. Et on va un peu plus en profondeur dans leur méthode d'entraînement, dans comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont, qu'est-ce qui les motive à continuer aujourd'hui. Des fois, t'en as. J'étais avec une sportive de 38 ans qui est extraordinaire et voilà. Enfin, qu'est-ce qui fait voilà des événements dans sa vie qui ont fait qu'elle en est là aujourd'hui. Et voilà, c'est super intéressant. Et moi, j'adore ça. J'adore ce contact avec des gens qui ont des choses à raconter en plus. Ouais, c'est sûr que ça permet, en tout cas cette série là, c'est trop cool. Tu me diras qui t'a eu en off, mais ça te permet effectivement d'avoir accès à des gens et de rencontrer des gens qui sont vraiment inspirants et qui peuvent t'apprendre plein de choses, quoi. Donc tu t'apprennent plein de choses et puis tu te rends compte que après 10 ans où tu t'es entraîné tout seul, bah t'es pas seul en fait. Il y a des gens qui ont des trucs encore plus ouf que toi à raconter. Et ben là tu fermes ta gueule et t'es humble et tu écoutes ce qu'ils ont à dire et t'es juste bouche bée et avec un grand respect, quoi. J'ai l'impression que ça a marché hyper vite pour toi, YouTube. Tu t'es formé à la vidéo. Tu fais tout toi-même au début? Aucune formation vidéo. Faut savoir que quand je me suis lancé sur YouTube, je savais pas comment ça marchait un logiciel de montage. Donc j'ai eu la chance d'être bien entouré, on va dire, avec Super Echo, avec Nico Mathieu et avec mon ami Tom Dumoulin aussi qui me suivait sur mes premiers courts-métrages, vidéos, etc., qui a fait une formation classique et qui aujourd'hui continue à m'épauler un petit peu dans mes projets. Donc voilà, j'étais bien entouré, mais oui, pour les montages et tout ça, j'ai appris un petit peu tout seul avec les tutos sur internet, comment faire ci, comment faire ça. Donc au début, je mettais 3 plombes à faire une vidéo. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que toujours toi qui fais? C'est toujours moi qui fais parce que voilà,
j'ai ma vision de comment j'ai envie de tourner le truc et j'ai du mal à délayer cette façon de faire. C'est vrai que je gagnerais énormément de temps et que là j'en ai un petit peu moins pour faire les vidéos. Mais j'aime bien garder un peu comme toi qui voulais pas laisser ce truc-là de le meuble. Tu te souviens, tu me parlais de ça au début. Bah, voilà, je peux pas délayer ça tout de suite encore. C'est mon bébé aussi et pour l'instant c'est mon image. Elle est pas encore complètement construite et j'ai envie d'encore avoir un petit peu la main mise dessus. Ouais, ok, ouais, je vois. Et aujourd'hui, t'arrives à vivre de tout ça, mais c'est plus du coup les projets un peu externes qu'on te propose. Oui, si c'était finalement, j'ai l'impression que ta chaîne YouTube, ça a surtout été une vitrine, exactement, et un tremplin pour d'autres activités à côté, quoi. Tout à fait, exactement. C'est ce qui va. En fait, ça me donne une visibilité et ça m'offre la possibilité de vivre des expériences déjà super, de voyager, de gagner un peu d'argent. Et de continuer à proposer un contenu qui m'est propre et assez inédit encore pour l'instant. Ouais. Donc voilà, non, YouTube purement, le YouTube proprement dit, ça me rapporte pas grand-chose. Enfin, j'ai gagné un peu plus les derniers mois parce qu'à ma grande surprise, il y a des vidéos qui ont été monétisées sur des tours. Donc on va pas cracher dessus. Hein. Mais voilà, il faut pas compter là-dessus. Ça, c'est sûr. Ok, d'accord, ouais. Et même pas de sponsor pour faire des placements de produits avec toi? Si, je travaille avec Unae qui sont des compléments alimentaires naturels en France, qui d'ailleurs, à mon sens, pour être dans le domaine sportif et tout ça et avoir essayé pas mal de cochonneries, c'est quand même, je pense, vraiment les meilleurs en termes de produits bruts. Tu vois, c'est pas vraiment... la marque de Julien Vénesson, je crois. C'est ça. Ouais, ok, ouais. C'est ça. Donc on travaille ensemble. Après j'ai fait des placements de produits, des conneries comme ça. Bon voilà, ce que fait un YouTuber classique quoi. Ouais. Ok. Bon, intéressant, ouais. Et c'est quoi ta vision à long terme là, dans 10 ans? Est-ce que tu te vois toujours, tu vois, en vivre avec le même mode de vie, mais peut-être avec plus de temps pour toi ou plus des projets un peu plus gros? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans là? On va dire que pour l'instant je suis encore dans une grosse mise en place. Ouais. C'est-à-dire que voilà, là je commence à être un petit peu plus connu. Pour moi il va falloir jouer avec cette notoriété justement pour avoir des projets qui me rapportent suffisamment pour pouvoir continuer à produire ce que je fais, à faire ce que j'aime. Moi j'ai envie moi le sport je le conçois comme indissociable de moi pendant mon existence. Alors à 70 piges je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, mais tu sais un peu cet entretien comme le font les gens qui font du yoga, ils s'entraînent toute leur vie finalement. Donc ça je le vois vraiment, mais pour l'aspect financier, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que je suis en train de mettre les choses en place pour être tranquille plus tard et pouvoir justement avoir ce luxe de faire du sport, de m'entraîner toute ma vie et de faire ce que j'aime dans la nature. Et tu le vois un peu comme une contrainte ou maintenant tu arrives à y prendre du plaisir à toute cette partie-là de médias? Tu vois, tu disais que tu avais mis 1 an à lancer ta chaîne YouTube, que c'était dur de parler de toi, que tu te sentais pas hyper à l'aise. Est-ce que tu vois là, bon, on arrive à se marrer un peu, on a une conversation, ça c'est plutôt chill. Mais est-ce que tout ça, tu vois, t'arrives à prendre du plaisir du coup à toute cette partie-là? Bien sûr que tu prends du plaisir. J'ai appris à me connaître différemment aussi. Et ça c'est intéressant parce que je me disais sauvage, je me disais impossible de parler en podcast par exemple comme je suis en train de le faire avec toi, ou de faire un plateau télé ou de faire une série comme je suis en train de le faire. Et au final, en fait, tu découvres d'autres facettes de ta personnalité au travers du contact avec les autres, et ça c'est super intéressant. C'est génial, c'est de l'échange, c'est du partage, et on va pas, tu vois, la célébrité, tout ça, machin, j'en suis pas du tout à ça, mais il y en a beaucoup qui disent, voilà, la célébrité, je cherche pas ça, c'est pas bien et tout. Il faut s'en servir à bon escient et ça a du bon, ça a du mauvais comme tout. Ouais. Et après, tu peux avoir des projets hyper bien rémunérés. Exactement. Moi, je suis plus dans ça. Sans avoir une grosse notoriété. Tu vois. Moi, je suis plus dans ça. J'ai vraiment envie de faire des projets qui me tiennent à cœur, qui soient pas dénaturés de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai pas envie de baisser mon froc pour un truc qui est bien payé, tu vois. Alors que c'est pas du tout dans ce que j'aime faire, dans mon éthique, etc. Donc, pour l'instant, non, je suis très content de cette évolution.
personnel. Déjà, faut le dire, hein, il faut savoir jeter des fleurs de temps en temps. Mais je suis content en fait, je me sens en phase. Et je me sens en phase avec ce que je suis en train de faire et ça annonce que du bon pour la suite. Donc, j'ai toujours été en phase, je pense. Et peut-être moins au début quand j'ai forcé un peu le truc avec YouTube, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de regret et c'est ça le principal. Ok, cool. Bah écoute, ouais, très admiratif de ce que tu fais. En plus, si tu le fais tout seul, que tu fais tout maison toi-même, bien joué. Donc bon, là, j'imagine qu'avec Canal, ils vont te filer un petit coup de main quand même. Oui. Pour la prod et tout, j'imagine. Oui, non, il y a une bonne production derrière, oui. Ok. Écoute, trop stylé. Pour la fin, j'ai des petites questions. C'est un peu les petites questions un peu récurrentes. Tu peux y répondre du tac au tac ou tu peux creuser si t'en as envie. Ça marche. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Une bonne journée pour moi, c'est une journée où il fait beau, où il fait soleil. J'adore le soleil. Et bon, il peut faire très moche, mais généralement mes bonnes journées, c'est quand il fait soleil et quand je me suis entraîné comme un chien dans la nature. J'adore ça. Et quand tu vas te coucher, tu te dis putain. Là, j'ai mal partout demain. Ça va pas être une bonne journée, ça c'est sûr. Ok, très cool comme réponse. C'est quoi la performance sportive dont t'es le plus fier aujourd'hui? Je dirais que c'est le saut du Phoenix. Alors Phoenix, pourquoi? Parce que c'est l'hôtel qui s'appelle comme ça. Et après c'est très stylé aussi, le saut du Phoenix, ça a de la gueule. C'est un saut que j'ai fait en 2015. À cette époque-là, je me cherchais beaucoup et je repoussais mes limites dans le parcours. Et ce saut-là, la première fois que je l'ai envoyé, je pensais que j'allais mourir. Donc voilà, c'était vraiment un truc où j'ai repoussé mes limites dans tous les sens du terme. D'ailleurs, je me suis viandé sur le premier saut et je l'ai refait tout de suite après, je l'ai réussi et voilà. Donc, j'aurais pu clamser sur ce saut-là. Ok. Ouais, je vois pas du tout où est-ce qu'il est. C'est sur Paris. C'est sur Andorre. Andorre. Ouais. Ok. C'est entre deux. Ouais, c'est un saut immeubles. qui est énorme. Tout est dégueulasse en termes de l'atterrissage, la course. Il est très très loin. C'est à 30 mètres de haut. Enfin, c'est un saut magnifique. Un saut de 30 mètres de haut. Oui, tu fais 30 mètres de dénivelé. Non, il est à 30 mètres de haut. Il est à 30 mètres de haut. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé, justement. C'est un saut qui est très loin. Ok. Enfin, à peu près 7 mètres de loin. Donc, ouais, il faut sauter à 7 mètres, quoi. En fait, oui, c'est ça. C'est un saut qui pour moi, est la finalité du parcours parce que c'est à peu près mon max en termes de distance. Mais je le fais en hauteur, quoi. Donc, c'est vraiment gratifiant de faire ça. Généralement, on a toujours une marge et là, j'en avais pas. Ok. J'en avais pas du tout. Ok, donc t'as pris un risque, quoi. Oui. À l'inverse, t'as un pire souvenir dans le parcours ou un moment où vraiment qui t'a causé, tu vois, je sais pas, beaucoup de. Ouais, c'est même quand je me suis pété la clavicule, fracture ouverte, c'était un bon souvenir au final parce que j'avais qu'une envie, c'est de m'entraîner à nouveau et puis juste après l'opération, j'étais déjà en train de faire des abdos, des pompes à un bras, voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'occasion parfaite de rechanger le chip et de revenir plus fort, quoi. Ok, hyper intéressant. S'il y a un gamin qui vient te voir, il a 14-15 ans et il te dit putain, j'ai envie d'être comme toi, Léo, j'ai envie de devenir super bon en parcours, j'ai envie d'être sur YouTube et tout. Qu'est-ce que tu lui réponds? Il faut voir le gamin déjà, parce que ça dépend du gamin. Il faut voir, faut connaître. Mais après, comme ça, sans connaître, sans savoir, si je dois lui dire quelque chose. Imaginons qu'il fait déjà du parcours et qu'il est déjà très motivé, tu vois. S'il est très motivé et qu'il est très bon, bah, si j'ai un conseil à lui donner, c'est parce que t'as beau être très bon, parce que j'avais quand même un petit niveau et je connais plein de gens qui sont méga bons, c'est sors de ta zone de confort, mec. Ok. Sors de ta zone de confort, va chercher des trucs que t'es pas capable de faire. Et c'est con, hein, mais c'est sortir de sa zone de confort, c'est pas aller faire un saut encore plus dur. C'est pour moi, si je dois dire un truc, c'est aller sur YouTube. Ça, c'était sortir de ma zone de confort, putain. Ça, c'était vraiment. Et puis au final, voilà, ça a donné des bonnes choses. Bien sûr, ouais. Bah, je peux imaginer. Non, mais c'est hyper, tu vois, gratifiant de
de se tester dans des univers complètement différents. Tu vois, entre le parcours et YouTube, on va dire le montage vidéo et le monde de la vidéo. Tout à fait. Il y a un monde, mais en fait, quand tu connectes les deux points, ça fait des super chaînes, et ça fait quelqu'un qui grandit, qui apprend d'autres compétences, et ça, c'est clair que c'est hyper enrichissant, ouais. Est-ce que tu as eu une idole sportive ou des athlètes qui t'ont vraiment inspiré? Oui. David Bell, beaucoup. Ouais. Alors attends, tu peux rappeler ce qu'il a fait, David Bell, ce qu'il a fait beaucoup. Lui, il faisait des vidéos, enfin il faisait du cinéma avant même les Yamakasi, je crois. Et il a été considéré comme un des plus grands pratiquants de parcours du monde. Dis-moi si je me trompe. En fait, c'est le fondateur de la discipline. Il a été inspiré directement par son père, qui était enfant de troupe au Vietnam et qui a développé un petit peu une façon de franchir les obstacles pour survivre, en fait. Un parcours avec un cas très militaire. Okay. Et David s'en est inspiré à sa mort et a développé le parcours urbain qu'on connaît aujourd'hui, avec une certaine mixité aussi, parce que c'est issu de Évry-Lys, donc il y a un peu de nature, il y a un peu d'urbain. Et lui, c'est vraiment le fondateur du parcours. Ouais. Il fait toujours du cinéma aujourd'hui. Donc c'était vraiment le premier de cordée, et à l'époque c'était très évolué en termes de mouvement, d'engagement. C'était le seul, quoi. C'était le seul et c'était l'unique. Donc gros respect pour lui. Après Bruce Lee, j'adore Jeet Kune Do, cet art de vivre, de développer son art, c'était incroyable. Il y a Sébastien Foucan. Ok, je connais pas. Sébastien Foucan, c'est celui qui s'entraîne avec David Bell aussi, qui a fait Casino Royale avec James Bond. Et puis après Alain Robert énormément en sportif, vraiment c'est les personnages qui m'ont vraiment inspiré, parce qu'Alain Robert, il faut savoir quand même qu'il a survécu à des chutes, il aurait dû arrêter la grimpe 7 fois. Il a été dans le coma, il a des traumatismes et des blessures qui traînent à vie, des paralysies à plus de 60% encore aujourd'hui, oreille interne bousillée, donc vertige. Et le mec, il s'est remis sur pattes et il fait encore des trucs que personne ne fait. Donc aujourd'hui, presque 60 ans. Donc force de la nature et inspiration assez importante. Donc voilà. Après, c'est les animaux, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ok, ça roule. Mais hyper intéressant. J'ai pris des notes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur? Oui. Bah oui. Tous mes défis me font peur. Et c'est ça qui me fait avancer. C'est pas la peur qui vient me chercher, c'est moi qui va la chercher, elle. J'ai vu ça sur une phrase de Wim Hof ce matin. C'est vrai? Ouais. Et je trouve ça très vrai, parce que les gens, ils ont tellement peur de la peur qu'ils se blottissent dans un cocon pour jamais y être confrontés. Mais la peur et la mort font partie de la vie, et c'est normal. C'est normal, et on essaie de caser ça dans un truc dont on n'en parle jamais, c'est tabou, la mort, la peur, machin. On a peur de la mort, on a peur de la peur. Et je trouve ça dommage, parce que c'est ça qui nous permet. Toutes les grandes personnes passent par la peur. Et proches de la mort aussi. Tu regarderas, hein, mais c'est ça. Ils ont ce rapport très presque conflictuel, mais ils arrivent à trouver leur harmonie dans tout ça. Ok. Très stylé, très stylé. T'as des sources d'inspiration, comme des livres, des films qui t'ont un peu marqué. Là, tu viens de citer Wim Hof, donc j'imagine que tu dois faire un peu de méthode du froid ou... Oui, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien Wim Hof. En film, moi j'étais grand fan du Seigneur des Anneaux quand j'étais gamin. C'était un truc qui me plaisait, parce qu'ils étaient dans la nature. Il y avait des monstres et tout. Enfin, je trouvais ça vraiment très original en termes d'imaginaire pour moi. J'étais tout seul, hein. Moi je prenais un bâton, je m'amusais dans ma forêt comme un guignol, hein. Donc j'aimais beaucoup le Seigneur des Anneaux. Après voilà, j'ai d'autres classiques. J'aime beaucoup les films un peu plus élaborés, avec comme Inception, tu vois, par exemple, avec DiCaprio, des grands classiques comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'inspi pur, je suis un peu plus dans le concret et dans le réel, dans ce que je peux voir dans la nature. Tout ça, c'est vraiment ma première source d'inspiration. Ok, très cool. Si tu pouvais dire, faire un espèce de retour vers le futur et dire un petit truc au Léo de 15 ans, tu vois, qui est en train de s'entraîner tout seul dans sa forêt, et que tu pouvais lui glisser un petit conseil à l'oreille, qu'est-ce que tu lui dirais?
Continue, mec, t'es sur la bonne voie. Continue, c'est long, c'est chiant, mais au final, Non, mais c'est vrai, parce que on est trop pressé tout le temps, et au final, je me dis, putain, c'était mon cadeau, en fait, de pas être pressé et d'être tout seul pendant 10 ans, tu vois. Ça a été vraiment... Ouais, c'est un cadeau que tu t'es fait à toi, ouais. Ouais, mais tu vois, t'aurais pu... changer quelque chose. Pas forcément aller plus vite, mais le faire différemment, ou le faire mieux, ou... Bon, on fait tous des conneries, apprendre plus, tu vois. bien sûr, mais est-ce que j'aurais appris davantage ? Je ne sais pas. Tu vois. Donc j'aime bien ce truc-là de me laisser les erreurs que j'ai pu ma faire. question, là. Et alors, toi, t'aurais fait quoi, toi ? Moi, si je pouvais me dire un truc... Ouais, je me dirais beaucoup de choses, moi. Moi, je m'écrirais un bouquin. Franchement, c'est vrai ? Ouais, je m'écrirais un bouquin. Tu fais partie de ces esprits torturés. Mais j'étais un ado très torturé, ouais. D'accord. Et je suis sorti, tu vois, un peu d'un certain mal-être par la méditation, par le fait que j'ai trouvé les sports qui me convenaient, parce que j'ai osé me dire des choses, je me suis avoué des choses. Et jeune, moi, je vivais un peu sous le prisme de mes parents, tu vois. Même énormément sous le prisme des parents, tu vois. Mes parents m'ont dit fais du tennis. J'ai fait du tennis pendant 10 ans, j'ai fait du sport-études. À la fin, je vomissais ce sport, tu vois. Je pouvais même plus en faire, tu vois. Donc, parce que c'est un sport de duel, parce que c'est un sport hyper cérébral, et que moi, à l'inverse, je suis un peu... je suis un bourrin, tu vois, fais-moi courir, fais-moi soulever des haltères, fais-moi grimper un arbre, fais-moi grimper une falaise. C'est kiffe. plus dans ta veine, quoi, ouais. Ouais. Alors que aller jouer face à un mec, et peu importe qui c'est, te dire, je dois le démonter. Je dois essayer de le battre, tu vois. Je dois essayer même si je suis moins bon que lui, je dois essayer de le battre, tu vois. Ce côté de duel, moi, ça m'a bouffé, quoi. Ça m'a bouffé mon enfance, je pense. Mais et du coup, ouais, je me dirais des choses comme ça, quoi. Change de sport, commence à méditer, accepte quitter, et explore encore plus. C'est super. Mais si tu veux, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé beaucoup de liberté dans ça et qui m'ont même épaulé malgré leur crainte, tu vois. Ouais. Jusqu'à tard, hein, parce que je me suis lancé tard dans YouTube. Et oui, j'ai eu cette période de remise en question de putain, il faut que j'aille travailler pour que mes parents puissent dire que voilà, mon fils il travaille, voilà, c'est tranquille, tu vois. Non, et ils m'ont quand même permis de faire ça. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé à droite à gauche, mais j'ai jamais lâché ce truc-là, tu vois. Jamais lâché ce parcours, ce truc avec mon corps, ce truc physique avec la nature et tout. Et merci à eux, quoi, parce que même aujourd'hui, tu vois, enfin, ils commencent à voir que je m'épanouis, qu'ils sont heureux pour moi, et ils en ont souffert, parce que je faisais des trucs dangereux, et que voilà, ils se demandaient mais pourquoi il se met en danger comme ça, mon fils, c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a raté? Aujourd'hui, je suis content. De pouvoir leur montrer que voilà, ça va un peu mieux, et qu'ils ont eu raison de me faire confiance, quoi. Ah, ok. C'est quoi la question qu'on te pose tout le temps et qui te gave? Ou la remarque qu'on te fait tout le temps et qui te gave? À part, on va pas prendre l'ascenseur. J'allais le dire. La question qui est un peu chiante, c'est alors t'as eu quoi avec les flics? Tu vois, des trucs un peu comme ça. Ah, okay. Ou alors, c'est quoi ta plus haute? Ou voilà, c'est un peu les questions redondantes. C'est pas que c'est chiant, mais c'est que c'est les mêmes questions un peu tout le temps. Ah, ok, ouais. Voilà, j'y réponds, hein. Je suis un mec cool. Il faut passer par là. La communication, c'est de la répétition. C'est ça. Ouais. C'est comme le parcours, c'est repeat. Et est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée, et tant mieux? J'ai pas de réponse. Ok. J'ai pas de réponse. Je pensais une connerie, mais je me suis dit non, je vais pas dire. Je vais pas dire ça. Ouais, ça rentre un peu dans l'intime, donc. Ouais, non, ça rentre même pas dans l'intime. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de polémique aujourd'hui, on peut plus trop dire donc je vais pas rentrer dans ça. Ouais, parce que moi, c'est sous l'axe de l'humour que je l'aborde, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc je préfère rester. Tu me l'as dit en off. T'as vu que j'étais pas trop dans le jugement. Moi, c'est pas trop mon truc. Trop cool. La dernière question que je pose, c'est un peu
c'est un peu, c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est quel est le prochain athlète que tu me recommandes. T'as cité beaucoup de noms, donc je pense que je vais me permettre d'aller leur écrire un petit message parce que ça a l'air top ce qu'ils font, au moins de regarder leur boulot. Mais c'est quoi c'est qui l'athlète que tu me recommandes d'aller interviewer comme ça? Sébastien Foucan, c'est le père du freerun. Ouais. Il s'est entraîné avec David Bell, donc il fait partie de la première génération de parcours. Aujourd'hui, il a 48 ans, si je me trompe pas. Il a une forme physique incroyable. Le mec, il est... laisse tomber. c'est un Saiyan. Et il s'entraîne comme un forcené. Il a joué dans des films aussi, James Bond. Il a joué dans The Tournament, et j'en passe. Et il a une philosophie d'entraînement. Tu vas kiffer. Ok. Tu vas kiffer. Franchement, lui, je te le conseille. Après, il y a Alain Robert aussi, plutôt accessible. Donc voilà, tu peux y aller. Avec Alain, il est assez nature et tout. Il y aura pas de souci. Trop cool. Et un troisième, tu m'as dit, non? Non, je t'en demandais juste un ou deux, mais si tu veux être généreux, vas-y. Hein, vas-y. Après, t'as mon pote Valentin Dubois. Ah ouais, qui est dans l'équipe Black. Qui fait du chase tag et qui lui s'entraîne d'une façon assez particulière en accord avec les compétitions de parcours pour essayer de développer un peu plus l'aspect compétitif du parcours et l'amener dans une dimension peut-être un jour plus olympique, enfin sûr même olympique. Ok. Donc lui s'entraîne pour faire les speeds, ce qu'on appelle les speeds. C'est des parcours d'obstacles où tu dois passer le plus rapidement possible. Trop stylé. Bon bah écoute, tu me donnes l'eau à la bouche là, va falloir que je les contacte rapidement pour faire un petit truc avec eux. Écoute, franchement j'ai passé un bête de moment. Pareil, c'était cool. Je me suis régalé. Bon, on n'aura pas fumé de pétard, contrairement à ce que tu attendais. Comme Elon Musk, je suis déçu. Hein. Bon, ça va, tu m'as mis à l'aise quand même, ça va. Et pourtant j'ai pas fait grand chose. mais ouais, où est-ce qu'on redirige tous les auditeurs vers ta chaîne, vers ton Instagram aussi, Léo Urban. Oui, je suis que sur... regarder un peu c'est ça, chaîne Léo Urban et Insta Léo Urban également. Trop cool et on attend avec impatience cette petite série qui devrait sortir dans longtemps, mais... Oui, en septembre prochain. Mais bon, ça va être très sympa. En fait, si les gens aiment ce que je propose sur YouTube, c'est du YouTube 10 fois plus qualitatif, avec plus de moyens, avec plus de profondeur et on aborde quand même des athlètes qui sont de très haut niveau et c'est incroyable quoi. Enfin, l'expérience est incroyable et pour avoir eu un rendu des premiers épisodes, ça envoie du lourd quand même. C'est pas mal. Bon bah trop cool. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici et d'avoir pris cette grosse heure. C'est moi qui te remercie. Je me suis régalé et écoute, je te souhaite tout le meilleur pour la suite et je touche du bois pour... merci à toi. Petit claquement de main ou pas? On l'entend au micro ça? Allez. Super. Ouais, je crois qu'on l'entend. Ouais, nickel. C'est sûr. Allez, salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!